Il est 20 h à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonsoir. À la une randonnée qui a tourné au drame sur le lac Kivu. 4 morts, 12 rescapés et plusieurs disparus pour un bateau de 15 places qui a transporté 23 passagers. Il y a 23 ans, l'AFDEL faisait son entrée à Kinshasa, des villes tombées comme des fruits mûrs. Au passage des forces de libération, nous allons revisiter l'histoire. Les enfants sont en danger pendant cette période de confinement. La lumière bleue de la télé provoque des troubles de sommeil. Des détails dans cette édition d'information. Voilà tout pour les titres de votre journal magazine. Pour l'instant, l'actualité. Il y a 23 ans, le pays changeait de nom. C'était la fin du régime Mobutu qui aura duré 32 ans. Kinshasa découvrait l'AFDEL, forme de l'armée qui avait accompagné Mzee Laurent Désiré Kabila. La suite, c'est avec Mesdames Bouyal Mangala. La date du 17 mai 1997 représente un fait politique et social majeur en République démocratique du Congo. Il s'agit de la chute du régime du maréchal Mobutu. Après 32 ans du pouvoir, le maréchal Mobutu s'est retiré sur la pointe des pieds. C'est à la suite de la pression exercée sur Kinshasa par l'AFDEL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, une rébellion partie du Sud Kivu en 1996 et qui contrôlait militairement tout le pays. L'arrivée sur la scène nationale de nouveaux acteurs a remis en question tout le processus de démocratisation amorcé le 24 avril 1990. Sur le processus du 24 avril 1990 a suscité l'espoir en termes de libération de l'espace politique, le pays a plutôt marché à reculons. Après la tenue de la conférence nationale souveraine, la crise politique s'est installée au sommet de l'État. 2 assemblées nationales ont fonctionné aux côtés de 2 gouvernements. Lorsque les choses se normalisent avec la mise sur pied du HCRPT, la guerre a déjà éclaté. Villes et villages tombent comme des fruits mûrs. Lorsque la communauté internationale s'interpose sur le terrain des négociations, c'est déjà trop tard. L'architecture politique mise en place par le MPR et son chef suprême est tombée comme un château en carton. C'est la fin de l'histoire. Justement, à l'occasion de cette journée commémorative, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila a dévoilé son plan d'autonomisation de famille des militaires. C'était au cours d'une cérémonie organisée au camp Kokolo. Odilon Kayuma, Moké Malouma, reportage. 17 mai 2020, journée de solidarité avec les forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Journée marquée par la publication officielle des 4 projets sociaux ici lancés par le ministre de la Défense, à savoir le microcrédit, la planification familiale, la promotion d'un environnement sain dans les casernes et la sensibilisation sur les méfaits du coronavirus. Des projets initiés par la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila en partenariat avec l'ONG Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, pour améliorer les conditions de vie des militaires. Je remercie la présidente de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais je la considère aussi comme un général, une femme générale. Parce que je crois en ce qui s'est fait ici. Au-delà de projets, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila et l'ONG Initiative Plus Olive Lembe Kabila ont doté dans un premier temps le camp Kokolo de 25 machines à coudre, 200 pagnes pour la confection des masques. Ajoutez à ceci 50 cartons de savon, 50 kits complets pour le lavage de mains afin de contrer le coronavirus. Ce projet lancé tout à l'heure comprend 4 volets. Il s'agit de renforcement des pouvoirs socio-économiques des familles militaires et policiers par l'octroi du microcrédit aux épouses militaires et policiers ayant une activité génératrice de revenus pour une meilleure autoprise en charge. Marie-Olive Lembe Kabila a martelé plus sur l'autoprise en charge et la planification familiale dans les camps militaires. Ce grand héritage nous laissé par Mzee Laurent Désiré Kabila, qui consiste à
prendre ses responsabilités en main et à croire en soi-même, en s'auto-prenant en charge. C'est resté pas seulement un slogan pour nous tous, peuple congolais, mais c'est resté pour nous comme une parole de la Bible. Les projets et les dons présentés aux forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise ont été salués par leurs responsables, y compris la ministre d'État au genre, enfants et familles, sans oublier la représentation des familles militaires qui ont été sensibilisées sur la lutte contre le coronavirus. Ne jamais trahir le Congo, cette célèbre phrase de Mzee Laurent Désiré Kabila continue à résonner 23 ans après pour le député national Guy Mafuta. Mzee ne mourra jamais. On écoute son témoignage. 3 ans après, l'image ou la pensée de Mzee est toujours d'actualité. Ce n'est pas donné à tout le monde qu'après sa mort, que les valeurs, que les principes véhiculés par un homme subsiste à sa vie physique. Aujourd'hui, n'importe qui sur la rue vous dira « n'ai jamais trahi le Congo ». Aujourd'hui, n'importe qui vous dira « je ne veux pas me mettre à genoux. Pour le Congo, je donnerai ma vie ». Je crois que Mzee a donné le sacrifice ultime pour son pays. La manière dont Mzee a quitté le pouvoir était une manière très tragique. Il fallait d'abord penser les blessures de sa disparition. Aussitôt quitté, le pays était divisé en 4 morceaux. Il fallait réunifier le pays, il fallait pacifier, il fallait mettre les fils et filles du pays, du Congo, ensemble pour travailler pour le développement du Congo. Il y avait tout un processus à suivre, le processus politique. Il fallait avoir une constitution, il fallait organiser les élections. Et là, c'est un mérite que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, a su relever. Maintenant, là, il est temps de penser au social du Congolais, donner un contenu à cette expression, le Congo d'abord. Et c'est la tâche à laquelle le président Félix Antoine Tshisekedi devra s'adonner. Dans chaque activité, dans chaque processus politique, il y a toute une pédagogie, il y a des priorités. Et je pense qu'en son temps, la priorité était réunifier le Congo. En son temps, la priorité était avoir une armée forte qui puisse faire face aux agressions extérieures. Et je pense que maintenant, il est temps de revenir aussi à certaines faiblesses et pouvoir corriger, voir le Congo d'un nouvel œil. Un deuxième témoignage dans ce journal, c'est celui d'un compagnon de Mzee au nom de Tutu Emoto. Il a été reçu par Joël Ungenza. Voici l'extrait de ses propos. On a vu que chez Mobutu aussi, des contradictions entraient. On a vu tout d'abord Mbeka Makosso, qui était parmi les 5 commissaires généraux et qui était ambassadeur de Mobutu en Iran, qui venait aussi chercher Laurent Désiré Kabila pour les rencontrer chez moi, à Bruxelles. On les reçoit. Il dit qu'il regarde les mains de Mobutu et tout cela. On va de Mungu et Mbenge et les autres qui ont écrit la mystification du Congo-Kinshasa qui nous contactent. On voit en dehors de là qui encore qu'on va rencontrer, c'est Mungulu Diak qui fouille avec d'autres militaires pour dire que non, nous sommes d'accord, Mobutu c'est un dictateur et beaucoup de choses, regarde ce qui arrive, on va composer. Après Mbeka Makosso, Mungulu Diak, on revoit qui Ngunza Kalibondo aussi, qui fouille aussi parce qu'il était torturé, beaucoup de choses, qui viennent nous contacter. Alors, il nous donne tous les panoplies, même comment, même avec Blumenthal et beaucoup de choses qui s'est passé ici, ça ne va pas. Jusqu'au moment où on a vu que maintenant, il y a l'organisation des 13 parlementaires qui se sont révoltés. Ces 13 parlementaires, dans les groupes, il y avait aussi Tshisekedi, qui, on verra, qui arrive maintenant pour nous chercher, qu'on fasse alliance. C'était tout d'abord, c'est ce qu'on appelle les professeurs Dikonda Walumanisha, avec Kambomer, qui viennent à Bruxelles me chercher. Nous voulons rencontrer le président Kabila. On les a rencontrés, ils nous montrent des cicatrices, comment des baïonnettes au ventre et beaucoup de choses. Et nous voulons, jusqu'au moment où on a vu maintenant, Kibasa Maliba nous contacter, Birindwa, professeur Liaou, jusqu'à où le président Tshisekedi lui-même est venu. On a vu que non, il n'y a pas moyen de nous opposer. On doit rester ensemble. 17 mai, journée des forces armées, le FCC rend un vibrant hommage à
toutes nos forces de défense qui veillent avec beaucoup de sacrifices sur la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays dans des conditions extrêmement difficiles. Hommage mérité aussi à tous les jeunes qui, à un moment particulier de l'histoire de la RDC, ont résolu de joindre la révolution menée par le soldat du peuple Mzee Laurent Désiré Kabila, révolution qui a eu raison de la dictature et de l'oppression pour ouvrir la page glorieuse de la démocratie et de l'alternance pacifique sous le leadership de Joseph Kabila Kabange, des acquis à préserver à tout prix. Bonne et heureuse fête à tous nos corps habillés. C'est signé professeur Némi Mouilania. La cérémonie du 17 mai est également célébrée dans la province du Lualaba, une activité qui a connu la participation du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans. Date du 17 mai 1997. Une date précieuse et historique pour la République démocratique du Congo, après s'être arraché de la main de l'oppression du maréchal Joseph Désiré Mobutu. Avec en tête de liste cette image de l'entrée triomphale et cette marche de ces soldats appelés Kadogo sur les sols quinois. Une date inoubliable pour la plupart des kabylistes, dont ceux du Lualaba, qui n'ont pas voulu voir passer inaperçue cette journée du 17 mai à Kolwezi. Un groupe restreint, respectant les mesures barrières, ces représentants et cadres des partis politiques, membres du Front commun pour le Congo FCC, ont eu des mots justes pour exprimer leur attachement à cette journée. Rassurons que la lutte et la mort de Mzee, les soldats du peuple et héros national, resteront sève et source intarissable de notre passion pour le Congo. Et oui, cette passion pour le Congo a constitué l'idéal de Joseph Kabila Kabange qui, selon Richard Mouyej Manguez-Mans, a réussi à réunifier le pays partitionné, reconstruit une économie en exsangue et à réconcilier un peuple divisé par des conflits ethnico-tribaux, ce malgré les menaces des puissances occidentales. Joseph Kabila, quand on suit son cursus, c'est toute une école. Les gens s'étonnent comment à 29 ans il a pu réaliser ce qu'il a pu faire. Face à l'immensité des ouvrages politiques, des œuvres politiques qu'il a réalisées, on se demande comment il a pu le faire. C'est le fruit de l'humilité. Tous, comme un seul homme, ces cadres du FCC Lualaba ont déposé une gerbe de fleurs au monument de Mzee Laurent Désiré Kabila, en mémoire de souvenirs de ce soldat du peuple. À l'exemple de ces soldats qui avaient marché sur Kinshasa, ces kabylistes ont aussi marché à pied du monument situé sur l'avenue Kassavobu jusqu'au complexe scolaire Ewabora, en souvenir du maquis où Mzee Laurent Désiré Kabila prenait du recul pour mettre en place des stratégies bénéfiques pour la libération de son pays. Retour à Kinshasa, plus d'énergie pour la clinique Ngaliema qui reçoit les malades du Covid-19. La BCDC vient de mettre à sa disposition un groupe électrogène de 450 kVA. Sandra Nyangitabou. Les coupures intempestives du courant électrique dont a été longtemps victime les cliniques Ngaliema appartiennent désormais au passé. Cette formation médicale de renommée, sélectionnée parmi celles qui prennent en charge les patients du coronavirus, vient de bénéficier d'un groupe électrogène flambant neuf de capacité de 450 kVA. Une véritable bouffée d'oxygène pour l'équipe de riposte de Covid-19 de cet hôpital. Cette donation salvatrice, capable d'alimenter 10 services de Ngaliema en énergie électrique, porte la signature de la BCDC dans la logique des actions anti-Covid-19 qui est un ennemi commun dont tout le monde est appelé à combattre farouchement. Et la clinique Ngaliema, c'est un de nos grands partenaires. C'est à ce titre-là que nous sommes intervenus. Il m'a dit qu'un de deux groupes qui fonctionnait à la clinique Ngaliema était tombé en panne. C'est pourquoi vous avez vu la rapidité avec laquelle nous sommes intervenus. Donc nous avons fait ça pour soutenir un partenaire. Ce don tombe à point nommé, a dit le médecin directeur des cliniques Ngaliema. C'est un geste très fort et très admiré par nous, l'institution de la clinique Ngaliema. Et ceci va nous pousser encore à affermir encore davantage nos liens de partenariat qui existent entre la clinique Ngaliema et la BCDC.
Ce besoin en groupe électrogène des cliniques Ngaliema se posait avec acuité et ça a été vite résolu grâce à la BCDC qui épouse l'idée du chef de l'État, celle de coordonner les efforts et intervenir avec des actions à impact direct sur les bénéficiaires. Elles sont au chevet des malades, elles sont aussi sur le terrain en train de distribuer des masques. L'initiative est des infirmières de la SAFAD. Explication, Mesdames Bouyal Mangal. De la maternité de Kintambo au centre commercial de Kintambo. Voilà deux sites sélectionnés par ASAFAD, Association des Amis des Fachi pour le Développement. Objectif, agir sur le terrain. Ce regroupement a manifesté sa solidarité envers des Congolais qui ne disposent pas de masques pour se protéger contre le Covid-19. Ce geste fait suite à l'installation des lave-mains placés sur les mêmes sites par la même association. ASAFAD entend aller plus loin si jamais ses ressources financières et matérielles le permettaient. S'agissant bien de l'association des Amis des Fachi pour le Développement, il va sans dire que notre geste d'aujourd'hui est notre manière concrète de répondre à l'appel lancé par le chef de l'État pour lutter ensemble contre la pandémie du Covid-19 qui ravage le monde et menace sérieusement la ville-province de Kinshasa. ASAFAD n'attend pas demeurer au niveau des slogans de type « Ensemble, nous vaincrons la pandémie du Covid-19 ». Des bénéficiaires ont salué l'élan de solidarité de ASAFAD qui a jeté un pont auprès des démunis. La crise sanitaire provoquée par le Covid-19 a démontré que tout le monde était vulnérable. À Bukavu, les recherches se poursuivent pour retrouver les corps des disparus du naufrage d'un bateau survenu hier dans la soirée sur le lac Kivu. Bilan provisoire, 4 morts et 12 rescapés. Nous avons joint au téléphone notre confrère de la station provinciale. Il s'agit d'un mini-bateau privé appartenant à un sujet étranger qui s'est renversé dans les eaux du lac Kivu aux environs de 19 h. Au bord de cette embarcation s'est trouvée une vingtaine de personnes, pour la plupart des jeunes, dans une randonnée amicale. L'incident est survenu à la suite d'une panne du système solaire faisant fonctionner cet engin. Le mini-bateau s'est renversé à des dizaines de mètres de son lieu d'accostage à Moumba. Un sauve-qui-peut à la nage s'en est suivi. Pour le moment, le bilan provisoire fait état de 4 morts, 12 rescapés ainsi que des disparus. Le ministre provincial des Transports et Voies de Communication au Sud Kivu, Maître Claude Swedi Basila, indique que les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres corps afin de faire le bilan définitif. Bukavu, Serge Filemon Zougou, RTNC. Le chercheur congolais Jérôme Mouniangui est à Kinshasa. Il a été reçu la semaine qui s'achève par le président de la République. Au Conseil de ministres tenu le vendredi dernier par visioconférence, le ministre de la Recherche scientifique a présenté le protocole proposé par l'UNILOU qui sollicite des essais cliniques sur 30 malades atteints du Covid-19. La semaine du président commentée par Pierre Kibambeso Moïsa. Des retours à RDC, le docteur chercheur Jérôme Mouniangui a eu des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a regagné le pays à l'invitation du chef de l'État qui, a-t-il souligné, est très attentionné à ses recherches sur la malaria et le Covid-19. Jérôme Mouniangui entend désormais mener ses recherches en RDC en partenariat avec des instituts de recherche et des chercheurs congolais et internationaux. Le président de la République a promis de nous accompagner dans nos recherches devant aboutir à un produit fabriqué par les Congolais et en RDC, a précisé le docteur Mouniangui. Il s'est engagé à apporter la pierre à l'édifice dans la couverture universelle des maladies que dirige le docteur Roger Kamba. Tradition toujours respectée ce vendredi 15 mai à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 31e réunion ordinaire du Conseil des ministres par vidéoconférence à partir de son cabinet de travail dans le respect strict des mesures contre la menace de Covid-19. Dans sa communication, le président de la République a notamment exprimé sa préoccupation face à la persistance de la flambée des prix sur le marché. Il a invité la ministre de l'économie nationale à en faire un développement dans son dossier sur l'évolution du prix des denrées de première nécessité. Le chef de l'État a indiqué par ailleurs qu'il est très attaché à la réalisation du projet de construction du port en eau profonde de Banana.
Il a demandé au ministre des ITPR et à son collègue de transport et voies de communication de faire un état des lieux de la question à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Abordant le problème de la desserte en eau potable dans la ville de Boma, le chef de l'État s'est dit préoccupé par les conditions de vie des habitants de cette partie du pays qui ne sont plus approvisionnés en eau potable depuis longtemps. Il a invité les ministres sectoriels compétents à prendre toutes les dispositions pour permettre l'accès à l'eau potable à cette population qui risque d'être exposée à d'autres maladies. Les héros de la crise sanitaire, le travail des infirmières force l'admiration de tous. Elles sont en première ligne, exposées à la contamination avec une rémunération souvent décourageante. Angèle Mabiala et Junior Koufounzouka sont entrés dans le box de ce personnel dévoué. La crise provoquée par le coronavirus a mis en lumière des métiers essentiels comme ceux des infirmiers. Aujourd'hui, tout le monde est unanime. Les infirmiers sont des véritables héros parce que placés au devant de la lutte contre cette pandémie. Pourtant, les infirmiers et les infirmières ne figurent pas parmi les catégories du personnel de la fonction publique le mieux rémunéré. Dans le contexte actuel de la crise, des infirmiers et des infirmières méritent l'attention de tout le monde. Vous avez un rôle important parce que vous êtes au front, c'est vous qui voyez les premiers malades, vous examinez les malades, souvent menus, et c'est vous qui l'orientez, soit pour aller voir le médecin, soit pour rentrer à la maison et continuer les traitements à la maison. C'est un travail noble. Un jour, toute la population va s'élever pour vous applaudir et pour reconnaître votre valeur. La première personne en contact, c'est souvent les infirmiers. Parce que les malades se sentent beaucoup plus à l'aise à se confier à une infirmière que se confier par exemple à un médecin. Je peux vous dire qu'ici on appelle les infirmières les mamans chéries. Ça veut dire tout simplement qu'elles ont besoin de l'affection, d'une prise en charge qui les aide à passer l'étape difficile. Et par rapport au coronavirus, je peux vous dire que les infirmiers sont à la première ligne, puisque lorsque les malades qui ont des symptômes arrivent dans les centres de santé, ils sont en contact d'abord avec les infirmières, les infirmiers, et c'est eux qui aident à faire la connexion avec l'équipe de la riposte pour que ces malades soient pris en charge. Et donc vous comprenez très bien que dans les services de santé, dans nos hôpitaux, le rôle des infirmiers est primordial. Acteurs principaux, les infirmiers considèrent que leur mission, c'est d'accompagner la vie. Ils sont là à la naissance, pendant la maladie et même parfois au moment où l'homme ou la femme est appelé à libérer les derniers souffles. Le travail que produit l'infirmier est énorme. C'est elle qui est pendant l'hospitalisation. 24 heures sur 24 heures au chevet du malade. Ce que l'infirmier touche, ce n'est pas ce qui est en rapport avec le travail produit. Moi, j'aimerais qu'on valorise la profession infirmière, qu'on nous donne les bonnes conditions de travail, les équipements, le matériel, le médicament, et vous allez voir quelle qualité de travail l'infirmier va vous produire. Notre serment commence par la conscience. Conscient de mes obligations, je promets de porter mes soins aux malades avec toute l'habileté et les connaissances que je possède. C'est ce que je vais exécuter auprès de mes malades. Je ne peux pas être trop hautain. Le contraire, nous, on doit supporter tous les caprices de malades. Moi, ça fait déjà 46 ans que je suis infirmière. Vraiment, c'est par vocation. J'ai tellement aimé la profession. Dans le temps, on veut dire qu'il y a de cela 20 ans, on était bien là. Mais en ce moment, en tout cas, franchement, ce qu'on nous paye ne représente rien. C'est vraiment insignifiant pour la profession, pour le travail que nous endurons dans cet hôpital surtout. Mais bon, on est là, on travaille, c'est notre vocation. J'ai maintenant 42 ans de service. Pour moi, c'est une vocation. Et comme j'ai vraiment aimé, je me suis dit, j'ai mis main. Quand nous avons commencé, nous travaillions dans de bonnes conditions. On avait pratiquement tous les matériels qu'il fallait pour travailler. Mais actuellement, les matériels font défaut et puis il faut avouer que la rémunération ne suit pas.
oui, par rapport à la charge que nous avons. Partenaire dans le système de santé, le médecin a compris que son intervention n'a de sens parce que précédée par le travail de l'infirmier. L'infirmier, en fait, c'est la colonne vertébrale du corps humain, du système de santé au niveau de l'hôpital. Si l'infirmier n'est pas là, rien ne pourra marcher. Rien ne pourra marcher parce que l'infirmier est au chevet du malade 24 sur 24. C'est lui qui reçoit les malades et c'est lui qui évalue les malades au premier et le reste est sûr. Ce sont nos collaborateurs vraiment au premier plan et tout ça c'est pour le bien-être du malade, quelle que soit la maladie que le malade a. C'est chaque jour, ils nous demandent de nous remettre en question par rapport à ce qu'on fait et dans le but d'exceller. En observant de plus près le système sanitaire congolais, les députés nationaux, au cours de dernières séances plénières à l'Assemblée nationale, ont décidé de se faire des avocats, des infirmiers et infirmières. Dans toutes les séances en public ou à huis clos des élus légitimes du peuple congolais n'ont cessé de demander l'amélioration du traitement des infirmières et des infirmiers. Merci Angèle Mabiala-Landou pour ce dossier. Les personnes à mobilité réduite éprouvent d'énormes difficultés pour respecter les gestes barrières. Elles sont souvent assistées. Mireille Ndeke Ami les a rencontrées. Vulnérables par leurs conditions physiques, l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement de la République rend encore une fois les personnes vivant avec handicap plus vulnérables. Selon les structures d'encadrement de cette catégorie de personnes, l'homme handicapé est abandonné, surtout en cette période où les gestes barrières sont de strict respect afin d'éviter la propagation de cette maladie. Par exemple, la personne vivant avec handicap est en difficulté de respecter la distanciation sociale car celle-ci doit obligatoirement être accompagnée. C'est le cas de non-voyants et de personnes circulant avec des chaises roulantes. Quand on parle de la distanciation, on ne sait pas faire ça parce que nous sommes des éternels assistés. Nous avons toujours besoin de l'assistance. Alors même pour le cas des véhicules, il faut qu'on soit assisté, que le gouvernement aussi pense à ça. Je donne encore un exemple. Nous sommes nombreux ici. Quand nous devons rentrer, ils nous ont obligés d'être deux dans un véhicule. Mais en rentrant, si un camarade, par exemple, a un véhicule, il sera obligé d'assister d'autres personnes. C'est vraiment difficile qu'on rentre à deux et laisser nos amis. À cela s'ajoute le lavage de mains. Cette exigence, qui s'avère indispensable, souffre également du non-respect. Les personnes vivant avec handicap, marchant à même les sols, ne savent pas à quel sein se vouer. La présidente de l'association Imana Enda, qui signifie « Lève-toi et marche », démontre ici cette difficulté. Et même quand on dit qu'il faut laver les mains, on doit laver les mains et on a appris aussi que les virus se trouvent aussi, ils aiment bien se reposer sur le fer. Alors nous sommes à tout moment les gens qui tiennent le fer, donc il y a plus besoin d'hygiène. Devant ces tableaux sombres, dans la vie pratique de ces personnes vulnérables, le professeur Micheline Kamba sollicite auprès du gouvernement de la République un encadrement et une prise en charge correcte. Si l'on donne un aux autres, il faudra que l'on donne plusieurs à la personne vulnérable. Il faut un système, je dirais, le gouvernement doit mettre en place pour que nous, les personnes avec handicap, nous soyons aussi épargnés. C'est comme ça que moi j'ai dit que si on peut donner à tout le monde, pour les personnes vivant avec handicap, il faut donner 2 ou 3. Dans un autre décor, les centres d'hébergement de personnes vivant avec handicap ne répondent pas aux normes hygiéniques. Comment aider la personne vivant avec handicap à respecter les gestes barrières? Comment la préserver de la maladie? Sont là les grandes questions qui méritent d'être posées. Nous sommes en train de les sensibiliser que la maladie existe bel et bien, mais aussi, ce que nous demandons aussi, de pouvoir aider ces personnes. Aider ces personnes à pouvoir faire quelque chose, trouver à manger, et ça c'est vraiment important, parce que si on dit toujours que non, il y a les gestes barrières, il faut ceci, mais quand on ne pense pas à son ventre. Conscient de la présence de la Covid-19 en RDC, les différentes associations ne cessent de sensibiliser les personnes vivant avec handicap sur le danger permanent de contracter la maladie si les gestes ne sont pas respectés. Les enfants sont en danger
Le fait de rester longtemps exposés aux écrans, ils ont des picotements aux yeux et des troubles de sommeil. Pendant cette période de confinement, il est recommandé de diversifier les activités. Les images de Henri Alimassi. Confinés dans les maisons depuis des semaines, les enfants sont devenus accros aux écrans de télévision, aux smartphones et ordinateurs. L'école a fermé ses portes, les activités sédentaires ont pris la place. Les effets nocifs sont légion sur les yeux, notamment la diminution de la mélatonine, hormone sécrétée par le cerveau pour stimuler le sommeil la nuit. L'horaire est perturbé, l'horloge biologique est perturbée. Conséquence, l'enfant ne dort pas la soirée et la journée devra essayer de récupérer. Malheureusement, le sommeil est vraiment recommandé la soirée. Une exposition exagérée à la lumière bleue crée un déséquilibre, explique Dave Kayembe, ophtalmologue. Les alertes peuvent être des démangeaisons. Nous avons une lourdeur palpébrale au niveau des paupières, nous avons un manque de concentration, nous avons une vision qui devient très floue, nous avons des picotements qui peuvent aussi interagir, la sécheresse oculaire. Cette exposition pourrait conduire également à une myopie. Une myopie qui est un trouble de réfraction, parmi plusieurs troubles de réfraction. Donc nos enfants auront tendance à se rapprocher pour mieux voir leur image au niveau des yeux. Le confinement peut aider à raffermir les liens de famille déjà affaiblis par le train de vie. Nous devons essayer de parler à nos enfants en essayant de diversifier les activités. Donc, ils ne doivent pas tout le temps rester devant nos téléviseurs. On peut peut-être passer 1 heure, 2 heures de temps devant le poste téléviseur, mais aussi encourager d'autres activités, notamment la lecture, certains sports, certains loisirs, en dehors de la maison. Ça pourrait favoriser ou peut-être mettre l'œil également au repos. S'agissant du trouble de sommeil qui peut être évité. Comment l'éviter? Tout d'abord, nous devons faire un effort d'éteindre nos téléphones la nuit. La lumière bleue a une forte implication au niveau de nos yeux, surtout la nuit. Nous devons faire un effort d'éteindre nos téléphones la nuit, dormant. S'il y a une communication, attendons la journée, on peut communiquer sans problème. Surtout pour les enfants, ils doivent dormir sans téléphone allumé. Ne pas répondre aux appels ni aux messages la nuit. Les écrans ne sont pas prohibés. Notre spécialiste recommande le port des lunettes anti-reflets pour protéger les yeux. 2 tableaux co-présentent le système sanitaire congolais. D'un côté, les hôpitaux désignés pour prendre en charge la Covid-19 et de l'autre, le reste des centres qui reçoivent les malades présentant des pathologies. Cette deuxième catégorie a besoin de l'attention du pouvoir public. Constance Mananga. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020 en RDC, tous se préparent à barrer la route à cet ennemi invisible ou tueur silencieux. Les hôpitaux de référence choisis pour la circonstance aménagent les espaces pour accueillir les personnes suspectes et les malades atteintes du Covid-19. Les centres médicaux privés ne sont pas du reste. Les mêmes gestes barrières sont observés, gel hydroalcoolique ou lavage de mains, prise de température et autres pour les personnels soignants, visiteurs ou malades qui viennent en consultation. Au niveau de l'entreprise, nous avons le plus possible privilégié le télétravail. Au niveau du centre médical, nous privilégions les téléconsultations de triage. Toutes les personnes qui sont malades sont priées d'appeler au travers de notre numéro vert pour pouvoir expliquer leurs problèmes. Si vous avez la fièvre, si vous avez les signes respiratoires, si vous avez des notions de contact avec quelqu'un qui a le coronavirus, vous ne devez pas venir ici, vous devez vous mettre en contact avec la cellule qui s'occupe de cela. Avec près de 1400 cas confirmés et 60 décès, la mobilisation doit être de mise pour une meilleure prise en charge et une lutte efficace. Si la personne a de la fièvre, elle a des signes respiratoires et elle a même des manifestations, des difficultés à respirer, il sera reçu dans notre 2 espaces de prise en charge des coronavirus que nous avons visités tout à l'heure. Nous n'allons pas seulement nous polariser sur le coronavirus, la vie continue, donc les autres maladies continuent, nous continuons à les prendre en charge. Quel est alors les constats faits? Où en sommes-nous avec la prise en charge dans les hôpitaux de référence choisis? Nous avons laissé tout un bâtiment pour
pour les malades Covid et l'autre bâtiment, c'est pour les autres malades. Il y a toute une équipe qui les reçoit d'abord à l'accueil. Ils passent au triage et si on trouve qu'il est éligible au test, la personne est gardée d'abord en isolement. Et nous appelons l'équipe des prélèvements, de l'INRB qui vient. Maintenant, nous avons une équipe qui prélève aussi ici. Et en attendant les résultats, s'il a une autre pathologie, que l'on soigne directement ici, et ça toujours gratuitement, ça il faut se le dire. En fait, certains malades bénéficient au fait de la gratuité de la prise en charge de Covid pour se faire soigner d'autres pathologies. Alors si c'est un hypertendu ou un diabétique déséquilibré, on corrige et on tente de soigner en attendant les résultats. La population devrait prendre conscience de l'existence de l'épidémie en RDC et observer les mesures barrières car Covid-19 est un nouveau virus, une nouvelle maladie qui n'a encore cessé de surprendre. Au-delà de tout, la lutte efficace pour une maladie reste la prévention. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez en utilisant votre coude, portez régulièrement le masque, sauve des vies. Les grands titres parus la semaine online, séance de rattrapage avec Jean-Pierre Ndolo Demazou qui fait la synthèse. La semaine s'annonce par l'ouverture du procès de Vital Kamerhe. Politico.cd confirme la retransmission en direct de ce procès par la radio-télévision nationale congolaise depuis la prison centrale de Makala. Des dispositions ont été prises la veille pour cette retransmission. Casinfo.ca rapporte un mensonge. Vital Kamerhe nie pendant le procès n'avoir jamais rencontré Jamal Sami, responsable de la société Samibo Congo, poursuivi tout comme lui de détournement de fonds publics. Les réseaux sociaux se sont chargés de rétablir la vérité en publiant sur Facebook et Twitter des photos des deux hommes ensemble. Pour le potentiel.net, ce procès est un avant-goût du procès qualifié de réhabilitation de la justice par les uns et de procès historique contre l'impunité par les autres, exhale l'odeur d'une offensive de dénégation bétonnée. Un procès qualifié de procès du siècle par Soft International, tant qu'un homme à ce niveau de responsabilité n'avait jamais connu une telle descente aux enfers. Pas de chance pour Vital Kamerhe, qui voit une fois de plus, selon dépêche.cd, sa demande de liberté provisoire rejetée. Son avocat affirme cependant que son client a manifesté toutes les bonnes intentions de coopérer avec la justice. D'une détention à une autre, Actualité.cd annonce la détention sous mandat d'arrêt provisoire du pasteur Mukuna au cachot du parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le responsable de l'église ACK est accusé de viol, menace de mort et rétention illicite des documents parcellaires. La famille de feu Laurent Désiré Kabila enfonce encore plus le pasteur Mukuna dans la prunelle rdc.info. La plainte contre lui est déposée au parquet pour injure et atteinte à l'honneur de la famille de Musée Laurent Désiré Kabila. L'UDPS monte au créneau et menace. 7sur7.cd rapporte le communiqué de l'UDPS qui s'insurge contre la menace de destitution de son président intérimaire, Jean-Marc Kabound de l'Assemblée nationale. Pour le parti présidentiel, cette destitution mettra fin à la coalition FCC-Cash. On boucle cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse par Actu.30 qui évoque la justice populaire à Lomami. Un voleur récidiviste a été brûlé vif par la population. Il a été surpris à 4 h du matin dans une maison d'habitation. L'après-Covid, le pays est à la recherche des financements. Un économiste congolais préconise la certification des minerais. Al-Kitenge l'a dit au cours de l'émission Perspectives économiques. Voici cet extrait choisi par Médard Mbouyal Mangal.
Nous sommes détenteurs de près de 24 000 milliards de dollars de produits miniers qui sont sous le sol. Okay? Si nous les titrisons, les titriser, ça veut dire les évaluer et émettre des bons. Nous sommes capables de lever autant d'argent que l'on veut pour investir dans la santé et dans l'éducation, qui sont pour moi les choses les plus importantes, parce que sans ça, on n'aura même pas des porteurs du développement. Deuxième chose, on a besoin d'infrastructures de base. On a deux manières de faire les choses. Et les premières infrastructures sont les infrastructures électriques, le transport, puis la production. Et là-dessus, on n'est pas obligé de dépenser notre argent, surtout si nous ne l'avons pas. Nous pouvons dépenser l'argent des gens dans ce qu'on appelle les partenariats publics-privés citoyens. Public, privé, population, les 4 P. Et donc, il y a moyen d'innover. Dans toute l'Europe, aux États-Unis, la plupart d'autoroutes n'appartiennent même pas aux États. Ils appartiennent à des fonds de pension. Ça veut dire l'argent des privés, et pas nécessairement des privés du même pays. La Chine achète les bons trésors américains, et c'est avec cet argent que les Américains investissent. Et donc, nous pouvons aller chercher l'argent où il est. Il faut simplement se dire que nous devons quitter les sentiers battus. Nous sommes un pays qui vit à près de 40% des recettes douanières. C'est très ridicule et ce n'est pas raisonnable. Tous les pays du monde vivent de ce qu'on appelle la fiscalité directe et indirecte, la relation entre les citoyens et l'État. Et ce n'est pas l'argent que l'on gagne sur les entreprises, c'est l'argent que l'on gagne sur l'activité des citoyens, leur salaire et leur TVA. Et je pense qu'il faut refaire le paradigme général. Et il faut arrêter de faire le même budget que nous avons fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, et qui n'a pas donné des résultats. Il faut donc remettre tout à plat, et c'est pour ça que je disais au début de cette émission que ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question parlementaire, c'est une question de société. Il est bon que les politiques acceptent d'enlever leur cravate et de venir autour de la table avec des citoyens et des scientifiques. Et pour terminer, la grille des programmes de la RTNC va être modifiée pour créer plus de place au programme des élèves à partir de demain lundi. Ce dimanche, le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, a remis au directeur général de ce média public, Ernest Kabila Ilunga, le programme de ces enseignements qui vont occuper les enfants. Joseph Oscar Mbalkaïj. C'est officiel. La classe télévisée sera diffusée à la RTNC à partir de ce lundi 18 mai 2020. Le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Willema, a remis ses programmes au directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga, ce dimanche 17 mai, au cours d'une émission organisée pour la circonstance. Des programmes qui contiennent des vidéos et audios pédagogiques destinés aux élèves de tous les niveaux scolaires, une initiative qui vise surtout à poursuivre leur formation et apprentissage pendant cette période de trêve scolaire liée à la pandémie du coronavirus. Grâce à la radio-télévision nationale congolaise qui couvre toute l'étendue du territoire national, ces cours seront suivis dans les coins et recoins du pays, a martelé le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga. Dans cette démarche, l'appui remarquable de l'UNICEF est un renfort essentiel. À partir de ce lundi à 8 h, le premier cours seront diffusés sur la chaîne nationale. Fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Nous dédions cette édition d'information à toutes les infirmières qui sont au chevet de malades en ce moment. Cette édition est un journal de Médard Mbouyal Mangal réalisé par Fifi Bokeme. Grand merci à Yvette Makuntima pour son concours rédactionnel. Restez avec nous, le programme continue. Tout part de là, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. Alors que le monde se trouve dans la tourmente, rappelez-vous, le jour où nous avons scellé un nouveau pacte avec Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Ta parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce jour où nous avons confié la nation entière entre ses saintes mains. Je dédie solennellement, en ce jour, la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Avec une pensée pieuse pour nos compatriotes d'Ouvira et de Manlemba-Nkulu. Où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe votre religion, votre prière compte tant que vous y accordez une foi ferme, même loin de vos lieux de culte. Dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus, demeurons unis dans la prière. Je demande à toutes les confessions religieuses d'être en union de prière, d'implorer la miséricorde et la grâce